Au niveau de tout ce qui est ce qui se passe après l'enregistrement, le montage, la post-production, à ce niveau-là, est-ce que tu fais des choses qui sont différentes des autres? Est-ce que tu as des méthodes particulières que tu utilises? Ou est-ce que là, pour moi, ça, c'est la partie qui est le plus dont je m'occupe le moins, on va dire. Moi, c'est pareil. Je t'avoue, ça, c'est un petit peu. C'est mon frère qui l'a toujours fait depuis le début. Ce qui fait que parfois, on me demande des. Tu vois, au tout début, même en préparation, là, quand on se parlait avant l'interview, je te montrais mon enregistreur. Et en fait, techniquement, je suis vraiment pas bon. Ça, il faut que je l'avoue, je suis pas très bon parce que je m'en suis jamais occupé. C'est pas grave. Mais du coup, tu vois, pour tout ce qui est post-prod, je pense qu'on fait des choses assez simples. Ça va être Auphonic. Donc, on upload des fichiers sur un SaaS, un soft qui va aller aider les pistes à les remettre à la bonne taille pour pas qu'il y ait des gens qui parlent beaucoup trop fort. Donc, ça va un peu linéariser l'audio. Ensuite, au niveau de l'outil, après, on est sur Acast, qui était anciennement Pipa, et on réfléchit à bouger sur Art19. Donc, ça, c'est une plateforme qui permet de distribuer sur toutes les plateformes d'écoute un podcast, notamment Spotify, Apple Podcasts, que sais-je, toutes les autres. Et puis c'est à peu près tout. Je pense que le plus intéressant au début, encore une fois, c'est d'avoir un contenu différencié, qui apporte de la valeur, et ensuite de trouver un bon moyen de le distribuer. Tout le reste, techniquement, tant que l'audio est correct, c'est bon. Je pense le vrai sujet, il est sur la distribution. Comment est-ce que tu fais comment est-ce qu'on fait pour se démarquer quand il y a tant de concurrence? Aujourd'hui, comme tu disais, en 2015, vous étiez 3. Moi, en 2017, je pense qu'on était 15. Et puis aujourd'hui, il y en a 300. Le truc, c'est qu'on était 3, mais que ça veut dire qu'il y avait aussi personne qui écoutait des podcasts. Donc, de toute manière, ces auditeurs, il fallait aller les chercher. Moi, mes auditeurs, j'allais les chercher. Exactement. Et ils ont découvert que le podcast, ça existait parce que je leur dis, il y a un truc qui s'appelle le podcast et je vous explique comment faire et voilà l'application qu'il faut utiliser et voilà où vous allez cliquer sur votre iPhone pour pouvoir le télécharger. Donc, il fallait de toute manière aller les chercher quelque part. Parce que c'est un peu les deux pendants de la pièce. C'est-à-dire que au final, avec la croissance du monde du podcast en général et avec autant de podcasteurs qui ramènent de l'audience dessus, c'est devenu plus facile pour un podcast de trouver des auditeurs puisque les gens sont déjà dans la routine d'écoute de podcast, ce qui était moins le cas à l'époque. Donc, je pense qu'il y a un trade-off dans les deux cas. Mais il reste un problème spécifique au podcast, je pense, qui est vraiment cette question de distribution, de viralité. Sur YouTube, il y a une plateforme de recommandation qui est absolument démentielle, où tu peux faire des vidéos et si tu fais des bonnes vidéos et que tu as les bons titres, les bonnes miniatures, le bon contenu, et bon, moi, je l'ai diffusé à l'extérieur et j'avais quand même tout un tas de techniques qui permettaient de ramener mes premiers abonnés, tu vois. Mais il y a un point où la machine de recommandation est extrêmement efficace. Un article de blog, tu as le référencement Google qui va arriver. Bon, ça prend du temps, mais ça arrivera. Tu as quand même des partages sur les réseaux sociaux, etc. Un podcast, on a pas de grandes plateformes de recommandation. En tout cas, la différence entre la recommandation sur iTunes et la recommandation sur YouTube, c'est même pas dans le même univers. Spotify commence à arriver et faire du boulot là-dessus. Ils sont forts en recommandation, mais c'est relativement récent. Et d'un autre côté, le bouche-oreille, parler de ça aux gens, le partager, c'est pas aussi facile de partager un podcast, de rentrer dedans. Donc, il y a un vrai problème de distribution sur le podcast. Il y a probablement une rétention qui est correcte des auditeurs que tu as, mais comment est-ce qu'un nouvel auditeur va s'engager, même sur un podcast comme le tien, s'engager à écouter un épisode de 30 minutes, se dire je vais me plonger là-dedans. Comment est-ce que toi, tu as débuté et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu réfléchis à cette question? Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la différence entre une machine bien huilée comme YouTube, où maintenant tout le monde connaît, en fait, la masse est sur la plateforme, donc il n'y a pas besoin d'aller faire d'acquisition ailleurs. Versus le podcast qui est quand même vachement à la traîne, même au niveau du tracking, de l'analyse. Pareil, on parle de rétention, mais en fait, c'est pas trop. On sait pas trop. C'est Apple qui a été dominant sur le marché depuis, en gros, que l'iPod est sorti et qui n'a jamais rien eu à carrer de ça. Exactement. Qui n'ont jamais voulu prendre l'argent qu'ils auraient pu prendre sur une plateforme de pub, etc. Et donc, maintenant, ils s'en mordent les doigts. Aucun incentive financier. Exactement. Donc, en fait, les manières de croître, à mon avis, vu qu'elles sont réduites, faut être soit très créatif, soit aller encore une fois au bon sens. Et le bon sens, c'est un peu toujours le même. C'est de se dire, déjà, on va aller voir d'autres personnes qui ont des plus grosses communautés que moi, pas beaucoup plus grosses, mais plus grosses, pour faire de l'acquisition. Là, j'imagine, avec un peu de chance, si j'apporte de la valeur à tes auditeurs, ils vont se dire, tiens, c'est quoi ce truc Growth Makers? Je vais voir. Pour ceux que ça intéresse, ils vont continuer à écouter. Quand toi, tu passes sur un podcast, j'ai une audience bien plus petite, mais différente. Donc, pareil, il y en a qui vont se dire, tiens, j'avais jamais vu ce pan-là du business, là, la psychologie et le copywriting et tout ça. Moi, ça m'intéresse. C'est vrai que c'est intéressant. Et hop, je vais aller écouter. Donc, je pense que c'est la première manière et la plus simple
de faire de l'acquisition, c'est d'aller avec d'autres copains podcasteurs et d'essayer d'échanger des audiences et en fait de créer de la valeur. C'est pas gratuit, tu vois, on n'est pas juste en train de dire allez écouter ça, c'est est-ce qu'on apporte de la valeur et puis est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par écouter ce que je raconte. Il y a ce premier truc. Et ensuite, sur les plateformes, moi, je crois pas trop aujourd'hui encore au référencement. Ça marche très bien si tu arrives à être feature, donc présenté en avant-première, enfin, en mise en avant par Apple, par exemple. Je pense que tu l'as déjà été. Donc, tu pourras mieux en parler que moi. Moi, j'ai jamais été. Donc, j'ai été mis en avant sur mes 2 podcasts. Nomad Digital, notamment, était vraiment mis en avant sur la homepage de iTunes, ce qui était bien et je pense que ça l'a aidé au départ. Mais c'est pas non plus transcendant. C'est-à-dire que même là, tu vois, tu peux être numéro 1 dans la catégorie entrepreneuriat. C'est pas non plus transcendant. Il n'y a pas non plus des gens qui sont là tous les jours à aller checker les rankings. C'est tellement différent de YouTube où quand tu tapes youtube.com, tu vas avoir la gueule de Stan Leloup qui est là et qui fait vas-y, clique sur ma vidéo coronavirus, tu vois. Parce que une vidéo YouTube que je fais là qui marche bien, c'est hallucinant le nombre d'impressions qu'elle fait. Elle va faire 5 millions d'impressions de la miniature, tu vois, c'est le jour et la nuit, quoi. Tu peux pas te reposer dessus, tu peux pas te reposer sur iTunes pour choper tes abonnés dans tous les cas. Mais je pense que c'est une question, vraiment, ouais, c'est une question de volume. YouTube, c'est combien de millions ou de centaines de millions d'heures de vidéos consommées par jour versus Apple Podcast. Les gens qui vont cliquer sur la catégorie business, déjà, je pense que si tu reprends la masse totale par jour qui y va, c'est ridicule. Donc, même moi, comme tu dis, c'est au numéro 1, 2, je pense que ça ne change pas grand-chose. Donc, ce qui est plus difficile, c'est après de sortir de cette catégorie pour aller non pas sur la catégorie business, mais d'être sur la homepage, comme toi, ça a pu t'arriver. Et après, c'est de continuer, en fait, et de faire en sorte qu'aujourd'hui, on a de la chance, le marché grossit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose. Et en fait, ça grossit naturellement. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent des podcasts. Donc, il y a de plus en plus de gens qui vont être intéressés par écouter des podcasts entrepreneuriaux. Et il y a aussi le bouche-oreille à l'ancienne, quoi. C'est vraiment une personne qui va dire à une autre personne. C'est la viralité en mode tiens, j'ai écouté un podcast, il est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui vont poster aussi sur LinkedIn les podcasts à suivre dans telle catégorie et qui vont en parler. Dans les commentaires, les gens recommandent d'autres podcasts et les gens s'en parlent et disent tiens, t'aimes ça, tu devrais aussi écouter ça. Mais c'est vraiment la viralité à l'ancienne, du vrai bouche à oreille avec des individus. C'est ça, quoi. À l'ancienne. Moi, je pense pas de la viralité super chargée de réseaux sociaux qui part en une seconde et qui se fait tout seul. C'est ça. Ah non, c'est pas de la vraie viralité. C'est ça. Moi, c'est marrant que tu en parles puisque je pense que mon canal le plus viral, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est les Slack des entreprises. Donc, c'est cet outil de messagerie interne où en fait, tu as des CEO, tu as des CMO qui vont envoyer ça à leur équipe. Regardez ce que je viens de leur passer. Allez écouter. Parce qu'encore une fois, quand tu es dirigeant de PME ou de start-up, tu as tout à gagner à ce que tes employés aient écouté un podcast. Au pire, ils ont perdu 30 minutes. Au mieux, ils te font gagner. Ils ont de l'impact sur le business après. Ce qui fait que le podcast, c'est vraiment la plateforme peut-être plus que tout où tu vas avoir une croissance qui est assez linéaire, en tout cas selon mon expérience. C'est-à-dire que tu vas gagner petit à petit des auditeurs, tu n'auras pas de grands pics, tu n'auras pas de grandes baisses, tu n'auras pas d'énormes fluctuations, mais tu vas les gagner petit à petit, tu vas les grappiller. Et il n'y a pas de manière de hacker le truc et de choper énormément des auditeurs, parce que ça prend du temps pour les gens de te découvrir, de rentrer dedans. Mais par contre, le pendant de ça, c'est la fidélisation, quoi. Il y a vraiment des podcasts. Moi, je suis un éditeur de podcasts depuis longtemps. Il y a des podcasts que j'écoute depuis probablement 10 ans ou plus. Je ne sais pas exactement quand Tim Ferriss l'a lancé, mais je me souviens d'avoir écouté les premiers épisodes du podcast de Tim Ferriss et je continue encore régulièrement à l'écouter aujourd'hui. Tu vois. Donc, il y a un niveau de fidélisation qui est vraiment intéressant. Qui est énorme. Et comme tu dis, en fait, là, ça pour rebondir sur l'abnégation, donc le travail que ça demande, c'est pour ça qu'on ne peut pas en faire 5, on ne peut pas en faire 10, on ne peut pas en faire 20. Il faut continuer pendant très longtemps avant d'avoir cette courbe qui commence à... Puis après, elle grossit de plus en plus vite, mais ça reste, comme tu dis, assez linéaire. Donc, il faut faire tout ce travail semaine après semaine pour gagner, grappiller petit peu par petit peu. Comme il n'y a pas de one-shot. Moi, j'ai toujours cette grande théorie, tu vois, sur les avantages et les inconvénients de différentes plateformes. Et c'est clair que le podcast a des grandes forces et aussi des grandes difficultés qui sont assez en fait opposées à YouTube au final. Tu vois, où YouTube a vraiment ses forces en termes de viralité, qui fait que pour moi, ils sont assez bien complémentaires. Mais c'est important quand tu choisis ces plateformes de les choisir en connaissance de cause. Et de savoir que si ton objectif, c'est de faire un podcast et de partir uniquement sur un podcast, il faut être préparé à gravir les marches une par une, sachant que... Ce qui est assez cool, par contre, sur un podcast, c'est que les gens qui te découvrent sur le tard vont bien souvent aller réécouter tes anciens épisodes qui sont donc pas perdus, qui vont quand même avoir de l'audience, qui vont quand même être découverts plus tard.
Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.